Bonjour à tous. Je suis David Boutolo, le président et fondateur de la société First Light, avec mes associés qui ne sont pas présents aujourd'hui. Je voulais avant tout remercier Optitech de nous donner l'opportunité de faire cet exercice. C'est la première fois pour nous que nous faisons ce type de présentation. Je vais vous demander la plus grande indulgence, à la fois dans le déroulé, mais aussi dans les supports qui sont présentés. L'objectif aujourd'hui est vraiment d'illustrer ce que nous faisons plutôt que de faire une présentation un peu fastidieuse et trop technique. En fait, c'est pour nous vraiment l'opportunité de pouvoir montrer des images réalisées avec nos caméras, ce qui avait été euh, étrangement pas fait jusqu'à aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Euh, mais là, depuis quelques semaines, quelques mois, nous avons pu réaliser quelques petites vidéos qui essayent de mettre en avant les performances de nos caméras. Et, euh, c'est pour nous l'opportunité de vous les diffuser. Encore une fois, c'est du fait maison, donc on a fait ça avec les moyens du bord dans une période un peu compliquée. Euh, je vais faire une petite présentation de la société pour ceux qui ne connaissent pas encore. Firstlight est une société qui a été créée il y a 10 ans maintenant et qui est issue de la recherche publique française. Nous sommes issus d'un transfert de savoir-faire depuis les laboratoires d'astrophysique de Marseille et de l'Institut de planétologie de Grenoble, qui dépend du CNRS. Et donc, notre ADN, notre savoir-faire, nos origines viennent vraiment de l'astronomie. Les gens qui m'accompagnent depuis 10 ans maintenant sont des ingénieurs qui ont passé leur vie à inventer des systèmes d'imagerie qui sont utiles à l'observation des étoiles. Et ce qui explique cette plus que forte connotation de notre société envers l'astronomie. Notre société a aussi cette particularité d'agir dans un domaine qui est très restreint. L'astronomie, c'est un marché niche et elle bénéficie d'une notoriété qui est euh, beaucoup plus grande que la société elle-même. Nous avons été plusieurs fois distingués par des récompenses et des prix internationaux, que ce soit ici en Europe ou aux États-Unis. Et First Light, malgré son relatif jeune âge et sa petite taille, est une société qui bénéficie d'une grosse renommée sur le marché de l'astronomie. Alors, c'est pas le cas sur les autres marchés, mais on y vient, on y travaille. Euh, Notre métier, comme le disait Victoria, c'est de concevoir et de produire des caméras de très haute technologie, à la fois dans le visible et dans le SWIR. Et je reviendrai sur ce qu'est le SWIR un peu plus tard. Euh, et nos caméras ont la particularité d'être à la fois très sensibles, aussi sensibles que les meilleures caméras du marché, mais d'être à la fois très rapides. Et rapidité et sensibilité sont des qualités qui sont antinomiques en optique. Et par le talent de mes partenaires et de nos ingénieurs aujourd'hui, on arrive à faire des caméras qui conjuguent les deux qualités et qui présentent un réel avantage concurrentiel en termes de vitesse. First Light, comme je vous le disais, c'est une petite société. On va, cette année, en 2021, qui sera notre 10e exercice, réaliser un chiffre d'affaires d'environ 4,5 millions pour un volume de 120 caméras produites. Euh, c'est petit, mais nous sommes sur un marché où les plus gros ne sont pas très gros non plus. Donc, on n'est pas très, très loin du peloton de tête en termes de taille. Et vous verrez, nous sommes en progression de chiffres et je ne désespère pas d'y arriver assez vite. La particularité aussi de First Light, c'est qu'elle exporte une très très grande majorité de son chiffre d'affaires, plus de 95%, au lointain export, que ce soit les États-Unis ou la Chine, mais nous travaillons aussi sur des marchés plus divers. First Light emploie aujourd'hui 25 personnes, quasiment tous des ingénieurs, même si le staff production et fonctions annexes se renforcent. Et nous sommes situés à Méreuil, entre Aix et Marseille. Et pour nous, c'est très très important d'être implanté localement, d'une part pour être au plus proche de nos origines, mais aussi de nos sous-traitants. Donc First Light, c'est une société qui commercialise ses propres produits depuis 2016. Avant cette date, nous vendions des caméras qui ont fait l'objet du transfert de savoir-faire. Et la croissance
régulière mais maîtrisée, c'est faite au rythme des lancements des produits. Donc, vous voyez, il y a des petites caméras en regard des années. Et pour nous, c'est vraiment très important que de continuer à innover, développer et lancer sur le marché de nouvelles caméras avec un petit coup d'arrêt en 2020, mais on n'a pas vraiment été très, très impacté par la crise actuelle. Ceci est dû au fait que nos cycles de vente sont très, très longs. Donc, ce que nous avons livré en 2020 résulte de commandes pour la plupart qui ont été passées en 2019. Et nos clients, fort heureusement, se sont pas arrêtés de commander et de continuer à prévoir leurs équipements pour les années 2021 et suivantes. Et l'objectif est d'arriver à horizon 5 ans à doubler la taille de la société en termes d'effectifs et de nombre de produits au catalogue et d'arriver dans un univers de chiffre d'affaires qui nous permettra de commencer à être parmi les grands. Nous avons aujourd'hui deux gammes de caméras. Une première gamme qui a fait l'objet du transfert de savoir-faire, qui est la gamme OCAM, qui sont des caméras EMCCD. Alors le MCCD est une technologie réputée vieillissante, mais ces caméras trouvent toujours leur débouché pour des applications très très spécifiques. Et vous avez ici là la caméra du lancement. Donc vous voyez, quand on parle d'une caméra, il s'agit d'une bête comme celle-ci. Ça pèse environ 5 kilos. Et vous voyez, ça peut différer de ce qu'on peut imaginer lorsqu'on parle de caméra. Le développement, l'actualité du développement de First Light, eh bien, c'est Blue One qui est basé autour d'un capteur CMOS. CMOS, c'est la technologie du moment pour le visible. C'est la technologie que vous avez dans vos téléphones portables, dans les appareils photo, dans tout ce qui est imagerie, en fait. Le CMOS avait un petit retard techno par rapport à l'EMCCD, mais petit à petit comble ce retard, que ce soit en termes de vitesse et de sensibilité. Donc First Light entame sa transition techno vers le CMOS et donc vers les nouvelles technologies du visible. Mais le gros du business et le gros du savoir-faire de First Light, ce sont les caméras SWIR. Alors le SWIR, c'est la bande infrarouge courte et nous avons toute une gamme de caméras qui sont pour chacune d'entre elles dans leur segment de marché les plus rapides et les plus sensibles au monde. En partant de la gauche, Red One, qui est une caméra qui est un monstre de technologie, qui a été financée par l'Union européenne, qui est une caméra qui a des applications très très spécifiques et qui est seule au monde à proposer ces performances-là, qui est un produit qui se vend entre 250 et 300 000 euros. Donc ça vous donne une idée de la structure du chiffre d'affaires. Lorsqu'on fait 4 millions, le fait de vendre des produits qui font quasiment un quart de million chacun, ça peut aller très très vite. Ensuite, un cœur de gamme qui est Siret 2, qui est une caméra très versatile, qui trouve des applications à la fois en astronomie, mais aussi dans les sciences de la vie et l'industrie, qui est le gros de notre chiffre d'affaires aujourd'hui en termes de volume de caméras vendues. Et la petite dernière, Siret 3, donc, qui est une caméra très compacte, très abordable pour une caméra infrarouge, mais on parle quand même d'un produit à 15 000 euros. Et alors, je vous détaillerai pas toutes les performances, on y reviendra un peu plus tard. Mais dans chacune de ces caméras, dans leur segment propre, est aussi sensible que les meilleures caméras du marché, tout en ayant une vitesse 2 à 3 fois supérieure que celle proposée par la concurrence. Donc, depuis tout à l'heure, je vous parle du SWIR. Le SWIR, c'est le Shortwave Infrared, et je vais tenter de vous expliquer ce que c'est. Donc, lorsqu'on parle du spectre électromagnétique, on va de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge tel qu'on l'imagine dans l'imaginaire collectif, justement. Et dans ce spectre électromagnétique, il y a une toute petite partie qui concerne le visible, entre 400 et 750 nanomètres. Et ça, c'est ce qui est visible à l'œil nu. Et donc, dans ce domaine-là, c'est bien évidemment le plus gros du marché, l'immense majorité du marché de l'imagerie. Et nous avons, comme je vous le disais, deux caméras qui concernent cette bande spectrale, qui sont OCAM et C-Blue, qui sont des caméras visibles classiques. Ensuite, vous avez le lointain ou le moyen infrarouge, qui est ce qu'on peut imaginer lorsqu'on voit des images infrarouges, des images thermiques recomposées avec des fausses couleurs.
et qui, lorsqu'on parle d'infrarouge, fait tout de suite résonner quelque chose chez les gens. Depuis quelques années, les fabricants de capteurs et les intégrateurs de caméras s'intéressent ici à la bande qui est entre les deux, qui va de 0,7 à 2,5 microns, et qui s'appelle le shortwave, qui englobe aussi le NIR. Après ça, ce sont des appellations, des questions de vocabulaire et de querelles de clocher, mais si on veut simplifier, on peut regrouper le NIR et le SWIR. Et toute la gamme des caméras sirènes concerne cette bande spectrale-là. Alors, la différence entre ces différentes bandes spectrales, c'est que dans le visible, ce que nous voyons, c'est la lumière qui est réfléchie par les objets. Donc, la lumière qui est émise soit par la lumière naturelle du soleil ou une lumière artificielle est en partie absorbée par l'objet observé, mais une grosse partie est réfléchie. Plus l'objet est sombre, plus il absorbe, plus il est clair, plus il reflète. Et la nature étant bien faite, c'est la bande spectrale où on peut voir le plus de détails, où on peut voir les couleurs, et surtout, par le jeu de la réflexion, on peut voir les ombres et les contrastes, ce qui nous permet d'apprécier les volumes, les distances, ce qui est impossible à l'autre bout du spectre, dans le lointain ou le moyen infrarouge, où là, on se contente d'observer la lumière qui est émise par les objets. Alors, lumière émise, on va parler de chaleur, et là, vous voyez, c'est une image en MWIR qui a été où les couleurs ont été artificiellement posées sur les différentes zones qui reflètent de façon plus ou moins intense. Et là, en fait, on a des images plates, c'est-à-dire impossible d'évaluer un volume, une distance, et vous voyez qu'au niveau des détails, c'est très très succinct. Le SWIR présente en quelque sorte le meilleur des deux mondes, puisque là, on va observer à la fois la lumière émise, une partie de la lumière émise, et une partie de la lumière réfléchie par l'objet. Et donc, vous avez un niveau de détail qui est proche de celui du visible, mais vous le verrez plus tard, la possibilité aussi de différencier les objets observés en fonction de leur composition, de leur chaleur, de leur humidité. Donc le SWIR trouve une multitude d'applications, de plus en plus, que ce soit dans la science fondamentale, dans la R&D pour l'industrie, ou même dans des applications maintenant purement industrielles. Je voulais aussi maintenant vous diffuser quelques vidéos pour essayer d'illustrer tout ça. Donc si on peut envoyer la première vidéo. Le SWIR peut nous permettre de nous affranchir de certains matériaux. C'est-à-dire que là, vous avez un tableau qui a été filmé avec une caméra visible, et lorsqu'on bascule en SWIR, on voit qu'on peut en quelque sorte effacer la couche de peinture pour retrouver les croquis faits au graphite sous la peinture. Donc le SWIR permet de passer à travers certains matériaux, certains pigments, et de voir ce qui est caché derrière ou dessous. Ça, c'est le premier intérêt du SWIR. Deuxième intérêt du SWIR, pour la deuxième vidéo, eh bien, c'est de pouvoir différencier des objets entre eux, qui ont l'air similaires en visible. Donc là, vous voyez des haricots secs. Et si jamais on bascule dans le SWIR, on peut s'apercevoir qu'en fonction de leur composition, des objets qui apparaissaient identiques en visible sont en fait très différents. Donc là, on a inséré un insecte en plastique au milieu de haricots secs, et la réponse spectrale de l'objet inséré n'étant pas la même, il apparaît d'une couleur différente. Donc, deuxième avantage du SWIR, on peut différencier des objets qui, à l'œil nu, paraissent identiques. Sur la troisième vidéo, nous avons essayé d'illustrer ça avec des solutions différentes. Donc là, vous avez dans le désordre de l'alcool, de l'eau, du vinaigre, une solution sucrée. Et vous voyez que ce qui paraît translucide en visible donne des résultats très très différents dans le SWIR. Donc là, on va utiliser à la fois la capacité du SWIR à passer au travers les liquides et à les différencier entre eux en fonction de leur composition. On peut revenir à la présentation. Donc, comme je vous le disais, la première des applications que nous avons trouvées à notre caméra, et ce qui nous a naturellement happé en termes d'activité et heureusement aussi en termes de chiffre d'affaires, c'est l'astronomie. Alors, quel peut être l'avantage d'une caméra
qui a besoin de très peu de lumière pour voir et qui filme très très vite, eh bien en fait, nos caméras sont principalement utilisées dans ce qu'on appelle l'optique adaptative. L'optique adaptative est une étude techno qui a été développée principalement en France dans les années, qui a été fortement améliorée en France dans les années 90 et qui permet de corriger un phénomène très simple, c'est que lorsque vous êtes sur Terre et que vous voulez observer les étoiles, vous êtes obligé de passer à travers l'atmosphère. Et cette atmosphère, un peu à la façon de ce qu'on peut observer à la surface d'une route en été, va déformer ce que vous voyez. C'est ce qui va induire ce qu'on appelle le phénomène de scintillation, et c'est pour ça qu'on a l'impression, en regardant la nuit le ciel, que les étoiles scintillent alors que les étoiles sont des points fixes. Et sans rentrer dans les détails, il existe un système de redressement de l'image par un miroir déformable qui est piloté par un ordinateur, qui prend ces informations auprès de ce qu'on appelle un senseur de front d'onde. Le senseur de front d'onde n'est autre qu'une caméra à la fois rapide et sensible. Sensible parce que ce qu'on observe, c'est très loin, très peu éclairé, et malheureusement, on n'a pas encore trouvé le moyen d'éclairer les étoiles. Rapide parce que ces déformations dues à la turbulence atmosphérique sont très très rapides, et aujourd'hui, les systèmes d'optique adaptative vont jusqu'à 1000 corrections par seconde, voire même au-delà. Et aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la limite. Toujours est-il que, sans optique adaptative, alors l'image n'est pas de très bonne qualité ici, mais vous avez un point très flou, et on arrive ici à avoir une image de Neptune réalisée. L'optique adaptative et l'image ont été réalisées avec des caméras First-Light sur le télescope Subaru à Hawaï. Vous voyez la différence entre les deux observations. L'une des façons de s'affranchir de ce problème a été d'imaginer des télescopes spatiaux. Le plus célèbre d'entre eux est Hubble. Mais aujourd'hui, avec les grands télescopes et les systèmes d'optique adaptative les plus performants, on arrive à avoir des images de meilleure qualité au sol avec ce système que les images réalisées par les télescopes spatiaux. Qui a fait que First-Light a connu tout de suite un relatif succès en équipant tous les grands télescopes du monde, donc tous les classes ELT, les Extremely Large Telescopes. Il y en a une grosse dizaine en fonction ou en projet dans le monde. Et sur l'immense majorité de ces télescopes, First-Light est au cœur des systèmes d'optique adaptative, que ce soit en visible et ou en proche infrarouge. Avec la démocratisation de nos produits, on arrive aussi à équiper des télescopes tout petits. Donc là, vous avez le jouet préféré de mon ami associé Jean-Luc Gache, qui a pu réaliser de très belles images sans optique adaptative, rien qu'avec une caméra rapide infrarouge de Jupiter, Saturne ou Mars. Donc, premier marché, que ce soit historiquement ou en volume, et surtout technologiquement, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que d'équiper les télescopes en termes d'imagerie. Ce sont les gens qui ont les plus grandes attentes et les plus grands niveaux de performance. First-Light a bâti sa connaissance technologique et sa réputation sur ce marché. Avec le développement de nos nouvelles caméras, notamment en les rendant un peu plus abordables et en les adaptant à des utilisateurs un peu moins spécialistes de ce qui se passe à l'intérieur de la caméra, nous avons pu aborder le marché de la biologie, et sur un secteur notamment qui est celui de l'imagerie du petit animal vivant. Alors, de quoi parle-t-on? Il s'agit en fait d'aller imager l'intérieur du corps d'un animal sans l'ouvrir, et simplement en lui injectant un nanomarqueur que l'on va exciter avec une simple lumière, et ce nanomarqueur va réémettre dans une autre longueur d'onde qui est captable par nos caméras. Et pour illustrer ça, on peut lancer la vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous avez une souris dans laquelle on a injecté ces nanomarqueurs, et petit à petit, avec l'effet de la microscopie par fluorescence et le temps d'intégration de la caméra, vous allez voir apparaître en sombre tout le système vasculaire ainsi que différents organes de la souris. Alors là, c'est une vue d'ensemble, donc qui n'est pas forcément très précise, même si on a quand même un niveau de précision assez fin sur le système vasculaire. Mais si on devait faire un gros plan, que ce soit sur le foie, le cœur, les poumons, on arrive à un niveau de détail qui est assez bluffant.
Et cette technologie peut laisser présager de ce que sera l'imagerie médicale dans quelques années. Alors, on ne pourra pas tout voir avec cette techno-là, mais en tout cas, avec une caméra qui somme toute est beaucoup, beaucoup moins chère qu'un système d'imagerie actuel, on parle d'IRM ou de scanner, on pourra, sur des systèmes quasiment portables, réaliser des premiers diagnostics sur des pathologies telles que le cancer du sein, le cancer de la peau, ou tout ce qui peut se passer pour l'instant en périphérie de l'extérieur du corps. Là, on parle de quelques millimètres pour l'instant, mais moi, je reste confiant dans le fait que les années passant et les progrès se faisant, on arrivera à rentrer plus profondément dans les tissus humains et à détecter de plus en plus de pathologies. Euh, sur des tests précliniques qui ont été réalisés, on arrive à des résultats qui sont 3 fois plus sûrs en termes de diagnostic du cancer du sein avec cette technologie-là qu'avec une mammographie classique, sans compter que, vous l'avez compris, cette méthode-là est non invasive. On ne parle pas d'injecter de l'iode, des produits radioactifs ou encore de faire de la résonance magnétique. Donc ça, c'est un gros marché pour nous. C'est quelque chose que nous exportons de partout dans le monde. Les Chinois, les Américains, les Français, tout le monde est intéressé par ça. Il y a énormément de labos qui travaillent là-dessus. Et pour l'instant, notre caméra Siret 2, donc celle-ci, est caméra qui est capable de réaliser ces performances-là parce qu'elle est refroidie, qu'elle peut faire des temps d'exposition et elle est très sensible, ce qui permet de réaliser ce genre d'image. Pardon, on est revenu un peu en arrière. Autre marché qui est pour l'instant beaucoup plus prospectif, il s'agit du marché de la surveillance. Et là, en fait, aujourd'hui, la surveillance se fait soit par des caméras visibles, soit par des caméras thermiques. Mais de plus en plus, le SWIR trouve son intérêt dans ce domaine-là. On peut lancer la vidéo suivante. Le SWIR a cette particularité qu'il efface le brouillard. Et donc là, sur cette scène, toujours pareil, avec un slider qui compare le visible et l'infrarouge, vous voyez que la ligne de crête ici est quasiment invisible avec une caméra visible, et elle devient très nette en SWIR. Avec aussi un niveau de contraste beaucoup plus élevé dans la partie basse. On peut quasiment voir à travers les arbres ici, ce qui n'est pas le cas en visible. Et donc, en travaillant avec certaines sociétés de la région, on arrive petit à petit à imposer la techno SWIR dans la surveillance, même si elle reste chère, sachant que pour des sites très sensibles, type centrale nucléaire ou installation militaire, ça peut trouver son sens. Et le mieux étant encore de pouvoir combiner dans des systèmes des caméras visibles, SWIR et thermiques. Nous avons aussi réalisé un exercice très intéressant il y a quelques mois sur la vidéo suivante. C'était un exercice réalisé par la DGA et la DCM dans la rade de Toulon. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image de nuit. Toute la partie haute de l'image était encore relativement visible en visible, justement. Et par contre, toute la partie basse sur l'eau était complètement noire. Alors ça, c'est pris à une distance de quelques centaines de mètres avec un téléobjectif. Et on a pu voir le bateau passer et déposer un colis. Alors autant on pourrait repérer le bateau avec les commandos dessus au bruit et au déplacement. Par contre, ce colis-là, il est complètement invisible. Et grâce au SWIR, et ce serait aussi invisible en thermique puisqu'il ne dégage pas de chaleur, et grâce au SWIR, on peut arriver à détecter ce genre de choses. Et ça, c'est une manip qui a été réalisée dans le cadre d'un appel à projet pour la sécurisation des sites olympiques de 2024. Mais que ce soit les étoiles qui scintillent ici, les hommes sur le bateau ou le colis, tout ça est indétectable avec une caméra visible. En termes de débouchés, l'idée pour First Light maintenant, c'est de pouvoir développer des caméras de plus en plus compactes, de moins en moins chères, de plus en plus abordables, sachant que ce qui fait le prix d'une caméra, pour son essentiel, c'est le capteur. Et qu'aujourd'hui, la technologie SWIR étant encore relativement jeune, et le volume de capteurs produits assez
c'est peu élevé, les caméras restent naturellement très chères. Mais petit à petit, tout ça va se démocratiser et nous permettre d'aborder des marchés avec une valeur ajoutée un peu moins élevée. Et si on peut revenir à la présentation, qui va nous permettre d'aborder les sujets de l'industrie. Alors là, j'ai une série de vidéos qui ont été réalisées soit en interne, soit en collaboration avec nos amis de Photonlines qui distribuent nos produits sur la France. Et notamment la première de ces images dans la vidéo suivante, qui représente en fait, ce que vous voyez ici, c'est un cordon de soudure. Alors là, dans la problématique inverse, c'est que avec une caméra visible, il y a trop de lumière, on serait saturé. Et avec une caméra SWIR, non seulement on peut filmer le phénomène, mais ce que vous pouvez voir ici, c'est la partie du métal qui est utilisée pour faire ce cordon de soudure en fusion. Et le fait de pouvoir surveiller l'évolution de la solidification ou de la mise en fusion de ce cordon de soudure permet de vérifier qu'il n'y a pas de formation de bulles ou de cloques qui pourraient venir altérer la solidité de la soudure ou l'étanchéité du système. Donc ça, c'est une application qui peut être utilisée, comme je vous le disais, en soudure, mais aussi en fabrication additive avec des imprimantes 3D métal. Deuxième utilisation du SWIR, qui se démarque par rapport à ce qui existe aujourd'hui, c'est la thermographie. Donc là, ça marche très bien. Voilà, il s'agit de comparer un corps noir dont on connaît la température avec un corps ici qui est un fer à souder qui chauffe. Et par un système de calibration de la température et de couleur, on arrive à estimer de façon très précise la température sans contact. Ici, la même chose avec des résistances, et où on peut suivre l'évolution de la température par le changement de couleur. Alors, vous direz là, on est dans le thermique, pourquoi pas utiliser de caméra thermique? Bien, d'une part, parce que le SWIR permet de mesurer des températures qui sont beaucoup plus hautes. Alors ici, c'est pas flagrant, mais dans notre atelier, on ne pouvait pas se permettre de faire quelque chose de beaucoup plus chaud. Et ça permet aussi d'avoir une précision beaucoup, beaucoup plus élevée qu'avec les caméras qui agissent dans le moyen ou le lointain infrarouge. Et enfin, autre application identifiée, il s'agit de l'inspection des microcomposants. Alors là, si on pouvait mettre la vidéo en pause, ce serait parfait. En fait, dans l'industrie du microcomposant aujourd'hui, lorsqu'un élément comme une carte électronique ne fonctionne pas, il y a tellement de composants sur cette carte que faire un test fonctionnel sur chacun de ces composants est impossible. Donc la plupart du temps, lorsqu'une carte électronique d'un appareil qui n'a pas une valeur unitaire très très importante, cette carte est écartée et jetée. L'idée, c'est de pouvoir développer des systèmes de contrôle visuel qui permettent d'identifier sur la carte le ou les composants incriminés. Alors là, vous avez ça en illustration sur quelque chose de beaucoup plus grand, qui est un panneau photovoltaïque. Si on reprend la vidéo, vous voyez que ce panneau, qui est composé de plusieurs cellules, a plusieurs cellules qui sont cassées. Et dans le visible, justement, c'est complètement invisible. Donc la seule solution pour repérer ce panneau dans une ferme de panneaux photovoltaïques qui fonctionne moins bien ou plus du tout, par contre, si on voulait identifier la panne, il faudrait démonter le panneau et tester une à une toutes les cellules. Et aujourd'hui, par un système assez novateur, on arrive à identifier les cellules incriminées, comme on arrive à identifier sur une carte électronique les composants qui sont mal fixés ou défectueux par eux-mêmes. Dernier pour nous, en tout cas à l'heure actuelle, champ d'application identifié, et ça, ce sont des travaux qui ont été réalisés avec la société Atis à Aix. Il s'agit de faire de l'imagerie hyperspectrale dans le SWIR, qui est relativement neuf, et ce qui nécessite à la fois aussi sensibilité et vitesse. Vitesse simplement pour pouvoir s'adapter à la vitesse de défilement des convoyeurs de ce qu'on va observer, mais aussi à la vitesse de balayage des objets observés, puisque dans un système hyperspectral, on ne peut observer que certaines longueurs d'onde à la fois, et le fait de balayer très vite nous permet de multiplier les longueurs d'onde observées.
Et donc, vous voyez là que ces divers comprimés, qui semblent tous les mêmes, ont une composition qui est complètement différente. On va comparer de l'aspirine, de l'ibuprofène et du doliprane. Et toujours par un système de calibration et de en fonction de la signature spectrale de ce que l'on observe, on va pouvoir différencier la composition des comprimés observés. Alors vous me direz, les pharmaciens s'amusent rarement à mélanger des comprimés pour les retrier après, mais en termes de contrôle qualité, on va pouvoir, à travers les blisters, confirmer la présence ou non d'un comprimé, voir si le comprimé est cassé, contrôler aussi l'homogénéité des mélanges entre le principe actif et l'excipient, voir s'il y a des capsules qui manquent. Et ici, vous avez d'autres comprimés qui étaient, eux, blisterisés sous quelque chose en métal. Là, pour le coup, ça marche moins bien. Mais on peut imaginer tout un tas d'applications, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou dans l'industrie agroalimentaire, où là aussi, on va se retrouver face à des problèmes de détection d'inclusion de plastique ou de choses qui n'ont rien à faire dans la préparation alimentaire, ou d'homogénéité de mélange entre l'huile, l'eau et voilà. Donc en fait, nous, First Light, on est, comme je vous le disais, issu de l'astronomie, donc on comprend bien les problématiques des gens qui observent les étoiles. On sait faire des caméras qui sont hyper performantes. Par contre, on est beaucoup moins pertinent sur la détection des applications. On sait faire des caméras très performantes, mais au bout du compte, on ne sait pas vraiment à quoi elles peuvent servir. Et l'idée pour nous, c'est de vraiment nouer des partenariats avec des gens qui sont spécialistes de leur marché, euh, parce qu'il est difficile pour nous d'être à la fois des astronomes, des physiciens, des biologistes, des industriels. Et après avoir mis en place une cellule de R&D qui est très performante, puisque aujourd'hui, ForceLight est reconnu même par les Américains comme étant de très bons acteurs sur la haute performance en imagerie SWIR. Au cours de cette dernière année, nous avons pu aussi nous doter d'un appareil de production qui est capable de répondre à la demande, puisque ça a été longtemps notre problème aussi. Maintenant, il faut vraiment que nous arrivions à nous diversifier et à anticiper la démocratisation du SWIR, qui va forcément toucher de plus en plus de domaines d'application. Et First sera capable de proposer les meilleures performances, les meilleurs produits. Le tout est d'être prêt avant tout. Voilà, j'espère que j'ai été à la fois assez clair et pas trop vulgarisateur. Et je remercie encore Optitech de nous avoir donné l'opportunité de faire cette présentation et je reste maintenant disponible pour vos questions auxquelles j'essaierai de répondre.